Aujourd'hui, nous allons parler, pour cette première conférence, du 28 juillet 1830, plus communément appelé La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix. Alors, c'est un tableau très célèbre qui est tombé à nouveau sous les feux de l'actualité récemment, puisqu'il a été tagué au musée du Louvre numéro 2, le Louvre-Lens. Quelqu'un qui a inscrit d'ailleurs un sigle faisant référence à une date, celle du 11 septembre. Et il faut bien savoir que ce tableau, son titre original, c'est bien le 28 juillet 1830. Mais on l'appelle la liberté, même souvent la liberté guidant le peuple, à cause de cette figure centrale qui constituera d'ailleurs l'un des moments clés de l'étude que je vais vous proposer aujourd'hui. Voilà, donc nous commençons par d'abord l'historique, parce que souvent les gens qui vont au musée du Louvre, peut-être aussi ceux qui vont au Louvre-Lens, lorsqu'ils passent rapidement devant le tableau, ils s'imaginent, les étrangers notamment, que l'événement représenté est celui de la Grande Révolution, celle de 1789. Alors c'est pas vrai, puisque c'est la deuxième Révolution française, celle de 1830, qui est ici commémorée par Delacroix, d'où le titre du tableau, donc le 28 juillet 1830. Alors cet événement, la Révolution 1830, on l'a appelé les Trois Glorieuses, puisque la Révolution a balayé le régime de Charles X en l'espace de 3 jours. D'ailleurs, si vous allez voir la colonne de la Bastille, vous y avez une inscription qui commémore ces 3 journées. Et le feu aux poudres a été mis le 26 juillet 1830 par les célèbres ordonnances de Charles X. Alors il y a 4 ordonnances qui rétablissent premièrement l'autorisation préalable pour la presse. C'est celle qui va fâcher les ouvriers, notamment autour de la Bastille, du faubourg Saint-Antoine, puisqu'ils chercheront à s'opposer, si vous voulez, à cette interdiction. Chaque journal, en fait, devait passer par la censure dorénavant. Deuxième décision, deuxième ordonnance, c'est la dissolution des chambres. Et la troisième, une nouvelle loi électorale qui va rétablir, si vous voulez, un nouveau système, ce qui fait que la Chambre des députés n'admettra plus que des propriétaires fonciers. Donc on repassait vers un parlement très conservateur, par voie de fait. Puis la quatrième décision, c'était la nomination de nouveaux conseils d'État. Mais donc ce qui pose problème, c'est cette première ordonnance qui interdit quelque part la liberté de la presse. J'ai beaucoup utilisé le journal de Juste Olivier, qu'il a écrit lors de ses années à Paris. Juste Olivier est un peu oublié en France. C'est un poète et un écrivain suisse, originaire, je crois, de Lausanne. Et dans son journal, il a très bien retranscrit tout ce qu'il a vu, puisqu'il était présent à Paris au moment de cette révolution. Alors il écrit déjà le lundi 26 juillet, donc la veille de la Révolution. Grande et terrible nouvelle, incalculable nouvelle, le roi a cassé la chambre, rétabli la censure sur le pied le plus sévère et changé la loi d'élection. Le tout par des ordonnances contresignées de tous les ministres. Où cela mènera-t-il la France, et où la France mènera-t-elle le monde? Mon imprimeur, très brave homme, pacifique, aimant l'ordre et le travail, était furieux ce matin. Ils veulent une seconde révolution des Stuarts, et on la fera, corrigée, revue et augmentée. C'est vrai que ce sont en fait les ouvriers des imprimeries du faubourg Saint-Antoine qui vont être les premiers dans la rue. Mais le premier jour de la Révolution, le mardi 27 juillet, il y a eu en fait un événement qui va complètement faire exploser la révolte. Et elle est retranscrite par un autre journal que je vais également beaucoup utiliser, celui d'Henri Vienne, qui a vécu 10 jours à Paris du dimanche 25 juillet au mardi 3 août 1830. Alors c'est un journal intéressant, il a été publié assez tardivement à Dijon en 1892, mais au mardi 27 juillet, voilà ce qu'il écrit. Nous avons rattrapé près de la colonnade du Louvre un cortège d'hommes, de jeunes gens, d'enfants, suivant un brancard sur lequel était porté un blessé, dont les vêtements ensanglantés attestaient la barbarie des gendarmes. C'est sans doute ce qui a été utilisé en fait par les révolutionnaires, c'est qu'on a pris le corps d'un émeutier blessé, on l'a porté une sorte de triomphe à travers les rues de Paris. Au final, déjà, on avait fait souvent ça, déjà en 89, il y a eu ce système-là, et au final, évidemment, ça va entraîner le peuple dans une révolte beaucoup plus sévère que ce qui pouvait être prévu. Alors Delacroix, lui, il a représenté l'un des moments clés de la Révolution, enfin une journée clé, c'est celle du 28 juillet. Cette journée, elle a été représentée souvent en gravure, mais généralement pour présenter les combats du faubourg Saint-Antoine, donc autour de dans les rues annexes de l'actuelle colonne de la Bastille et de la place de la Bastille. Delacroix a assisté aux événements, ça c'est indubitable, puisqu'il écrit à son neveu Charles Verninac 3 jours au milieu de la mitraille et les coups de fusil, car on se battait partout. Le simple promeneur comme moi avait la chance d'attraper une balle, ni plus ni moins que les héros improvisés qui marchaient à l'ennemi avec des morceaux de fer
emmanchés dans des manches à balai. Donc Delacroix a assisté aux événements, il n'a pas participé à l'émeute, ça c'est à peu près attesté par tous les historiens, mais il a voulu immortaliser cette journée du 28 juillet. D'ailleurs, 2 mois plus tard, jour pour jour, 3 mois plus tard, jour pour jour, il écrit à son frère, donc le 28 octobre 1830, j'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. Cela m'a remis de belle humeur. Alors on a donc une datation assez précise. Delacroix commence son tableau à la fin d'octobre 1830, donc en gros 3 mois après les événements, et il l'a terminé, quoi qu'il arrive, en mai 1831, puisque le tableau sera présenté au salon. Ça nous donne une chronologie, c'est une réalisation assez rapide au final, par rapport à la grandeur et je dirais la pertinence, notamment de mise en scène du tableau. Maintenant, premier chapitre, après avoir évoqué cette sorte de contexte général, premier chapitre sur le choix de représentation, et je voudrais donc faire une étude historique du tableau représenté. Alors on connaît beaucoup de dessins préparatoires de Delacroix pour la toile. La plupart sont au musée du Louvre, on peut d'ailleurs les consulter sur le site du musée, sur louvre.fr, dans la base de données des dessins, et on y voit soit des esquisses générales, notamment sur l'une d'elles, on a très bien représenté les cadavres au premier plan, la Liberté à demi nue au centre, et puis les 3 personnages annexes qui entourent cette Liberté. Donc la composition de Delacroix l'a peaufinée, l'a affinée, mais il a surtout aussi affiné les personnages qui sont autour de cette Liberté. Entre autres, on a un dessin pour l'enfant qui est sur la droite de la Liberté. On a aussi différents dessins d'études, sans doute pour les soldats morts au premier plan. Et tout laisse à penser que Delacroix accordait aussi beaucoup d'importance aux personnages qui entouraient l'allégorie principale. Si vous regardez la gauche du tableau, vous y voyez 2 hommes trentenaires, on va dire. Un porte un fusil, l'autre porte un sabre. On a souvent considéré que, c'est quelque chose qui est contesté, mais beaucoup ont eu la tentation de voir dans l'homme de droite, avec son chapeau de forme, un autoportrait de Delacroix. Alors, il faut avouer qu'il n'est pas forcément très ressemblant par rapport à l'autoportrait qu'on reconnaît, c'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est que Delacroix n'a pas participé directement aux événements, il n'a été qu'un spectateur. Et à gauche de cet homme, donc en habit bourgeois, avec costume noir et chapeau de forme, on a un ouvrier avec son béret et une bandoulière, un sac en bandoulière, un sabre à la main. L'idée a été sans doute de montrer ici l'alliance des différentes classes sociales lors de cette révolution 1830. Il est assez clair que ce qui a beaucoup marqué à l'époque, c'est que la bourgeoisie a suivi les ouvriers, notamment les ouvriers typographes, dans cette révolution, ce qui explique l'énorme vitesse, puisqu'en 3 jours, encore une fois, le régime est balayé. En bas à gauche, vous y voyez, à gauche de ce couple d'hommes, vous avez un jeune homme avec le tricorne des polytechniciens, avec le petite sorte de trompette placée juste devant. Et il y a 2 enfants en fait dans le tableau, celui-ci qui est à l'extrême gauche et le garçon avec sa faluche qui est sur la droite, qu'on a souvent comparé au Gavroche de Victor Hugo. Et je voudrais insister justement sur ce mélange des personnages et revenir aux journaux même, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier, donc le journal de Juste Olivier. Voilà ce qu'il dit notamment, donc le jour même de l'événement commémoré, le 28 juillet. Hier, 2 pompiers passaient lorsque quelqu'un s'écria « Prenez leur sabre, ce sera toujours des armes ». Aussitôt, les pompiers tirent leur sabre, les jettent par terre et se sauvent. Et vous voyez que le personnage, donc à l'extrême gauche dont je vous parlais, tient un sabre à la main. Autre passage de ce journal, un jeune homme très bien mis passait par le quai des Orfèvres, armé de 2 pistolets pendus à une élégante ceinture, où était également passée une espèce d'épée ou de fleuret très pointu. Il portait un fusil sur l'épaule. Toujours dans ce même journal, un peu plus loin, la plupart des hommes du peuple qui se battent sont en manche. La dame en a vu un avec un chapeau tricorne. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on compare le tableau de Delacroix et le journal d'Olivier, il y a énormément d'échos, notamment sur les costumes, donc tout laisse à penser que Delacroix a cherché une grande vérité des personnages qu'il a représentés, notamment le pistolet, le pistolet en bandoulière.
Henri Vienne, donc dans ce second journal dont on a mis d'ailleurs les citations sur le site, Henri Vienne parle cette fois-ci le lendemain, le jeudi 29 juillet. Il dit, je cite, « En débouchant dans la rue Saint-Honoré, mes regards tombèrent sur 2 cadavres de bourgeois, gisant l'un sur le coin de la rue du Coq, l'autre non loin de la barrière des Sergents. » Alors là, ça nous permet d'évoquer les autres personnages importants du tableau, c'est-à-dire les personnages qui sont en bas de la barricade, ces morts au premier plan, qui ont choqué beaucoup de critiques à l'époque et qui méritent un commentaire assez important, puisque ils servent... Alors certains ont eu cette idée assez belle, je trouve, d'imaginer que Delacroix avait voulu installer sa figure de la liberté comme une statue sur un socle, et sur ce socle, on avait des morts qui lui servaient comme de piédestal. Peut-être avec une idée assez intellectuelle de dire qu'il n'y a pas d'accession à la liberté sans sacrifice humain. Bon, c'est possible que l'idée soit aussi raffinée, mais quoi qu'il arrive, on a des preuves que la rue était régulièrement jonchée de cadavres. Voilà par exemple ce qu'écrit Henri Vienne, donc le mercredi 28 juillet. « Enfin, dans cette journée, nos regards ont été douloureusement affectés par le passage sous nos yeux de 2 blessés. L'un un vieillard à 2 cheveux blancs, l'autre enfant de 10 à 12 ans que son père emportait à califourchon sur son dos. » Alors, la présence d'enfants de 10 à 12 ans parmi les révolutionnaires est attestée par de nombreux témoignages. Donc, c'est pas du tout une invention de Delacroix, on sait qu'il y a eu des très jeunes adolescents qui ont pris les armes avec les révolutionnaires. Autre passage, donc dans l'autre journal, celui d'Olivier, Jean prétend qu'un monsieur de l'hôtel voisin, lequel vient du côté de la rue Mandar, a dit que cette rue était barricadée avec des cadavres. Donc peut-être que l'idée de Delacroix est assez jolie, une idée symbolique, mais c'est aussi du vécu, si je puis dire, puisqu'il a installé des corps au premier plan, peut-être sans doute des corps qu'il a vus. Alors il y a 2 types de corps, assez significativement. À droite, vous avez le corps d'un cuirassier et le corps d'un garde suisse. Alors les gardes suisses, c'était les gardes du corps, on dirait aujourd'hui, de Charles X. C'était ce peloton d'élite qui notamment serait complètement massacré lors de l'attaque des Tuileries, dont le roi Charles X s'était enfui. Et sur la gauche, en revanche, tout laisse à penser que c'est un révolutionnaire. Révolutionnaire dont vous remarquerez qu'il a les jambes à l'air, il a une chaussette qui lui reste sur le pied droit. Mais on a un demi-nu ici qui est représenté, et c'est quelque chose qui, là aussi, a surpris à l'époque et qui mérite interrogation, parce que, à mon sens, il y a 2 possibilités, ou c'est une chose que Delacroix a vue, et a priori, c'est pas impossible qu'on ait enlevé le pantalon de cet homme blessé, parce que ce sont des choses qui arrivent quand même régulièrement dans les révolutions, où il y a une symbolique ici qui est liée à la mort héroïque, une chose qui comptait beaucoup pour les peintres néoclassiques, qui étaient à ceux avant Delacroix. Et bon, je dirais que peut-être que là encore, les deux se rejoignent. Ce qui est sûr, c'est que le personnage de gauche, il ressemble à une académie, c'est-à-dire un dessin d'homme nu que Delacroix avait réalisé et qui représentait Hector, l'un des héros célèbres morts à la guerre de Troie. Donc peut-être que là aussi, il y a à la fois quelque chose d'idéalisé et quelque chose de réaliste qui se sont combinés dans le tableau. Les personnages au premier plan ont beaucoup choqué la critique. Je vous en cite 2 exemples. Charles-Paul Landon, dans son salon de 1831, écrit, je cite, « Les braves que le plan royal viennent de frapper et qui, comme conséquent à leur couleur de vie, sont devenus verts et livides en quelques minutes, gisent là, dépouillés de leurs vêtements, comme si, dans ce combat de nation à tyran, le vol eût servi de laquais à la mort. Plaignons l'homme de mérite qui s'entête à n'être vrai que dans l'ignoble. » Bon, c'est une critique d'un écrivain assez conservateur, enfin d'un artiste, parce que Landon a été artiste et il a beaucoup publié en fait sur ses contemporains. Il publiait une compte-rendu du Stralon qui était illustré par ses propres gravures. Et bon, ici, il y a une attaque qu'on a souvent retrouvée contre le romantisme, d'une sorte de réalisme de l'ignoble. Chez Augustin Jalc, et je dirais un critique plus centriste, voilà ce qu'il écrit. Une chose très louable, c'est le jeune homme mort sur le premier plan. Je ne sais pas bien pourquoi il est déjà dépouillé. Pourquoi il a encore un bas de sa chemise. C'est probablement parce que M. Delacroix voulait dessiner et peindre des cuisses et des jambes. Quoi qu'il en soit, cela est vraiment beau de couleur et de dessin.
Donc Jal, lui, il était quand même plutôt dans le camp des romantiques, c'est ce qui explique que il prend parti, si vous voulez, pour ce cadavre nu du premier plan, mais c'est une des choses qui a divisé la critique. Alors on dit souvent que le tableau de Delacroix a été viruleusement critiqué. C'est pas forcément le cas dans tous les éléments du tableau. On reviendra d'ailleurs sur un point important qui est celui de l'acceptation de cette figure demi-nue. Mais je dirais que sur les cadavres au premier plan, il y avait des sortes de dissensions. Alors le personnage suisse, donc celui qui est au milieu des trois cadavres, il peut faire penser à des morts dans le tableau de Gros, la bataille d'Eylau qui est au Louvre, puisque Gros était le maître que Delacroix vénérait. Une anecdote raconte que Gros un jour avait accepté Delacroix dans son atelier pour qu'il puisse voir ses toiles, et devant cette bataille d'Eylau, Delacroix restait en admiration, comme d'ailleurs devant les pestiférés de Jaffa. Gros étant amené à sortir de son atelier, il propose à Delacroix d'y rester le temps qu'il veut. Il part toute l'après-midi et quand il revient, Delacroix est encore en contemplation devant ses deux toiles. Et Gros a beaucoup compté pour Delacroix parce que c'est un peintre de la couleur, il fait la transition vers le romantisme. C'est Gros qui avait d'ailleurs donné, qui avait financé le cadre du premier tableau de Delacroix qui est aussi au Louvre, la barque de Dante. Et quand on compare en fait les deux morts, le garde suisse et le soldat mort du milieu du tableau de la bataille d'Eylau, il y a une sorte de familiarité assez évidente. Ils sont presque frères dans le visage et dans la pose étendue. Quant au personnage sur la gauche, avec ses jambes à l'air et sa tunique à moitié dépouillée sur le torse, il ressemble énormément à l'un des morts du radeau de la Méduse de Géricault. Ce personnage chante à l'extrême droite du tableau de Géricault, qui a la tête d'ailleurs à moitié enfouie dans l'eau. Donc là, je dirais qu'il y a peut-être aussi une citation de Géricault dans ce personnage nu. C'est-à-dire que Delacroix, encore une fois, fait un tableau réaliste. Il représente ces personnages sans doute avec des éléments vécus, des éléments vus, mais il y a des éléments idéalisés qui sont comme des sortes de citations des peintres récents qu'il admire. On pourrait même faire un parallèle dans le jeu de jambes, dans l'allongement de l'anatomie entre le cadavre de gauche, le cadavre révolutionnaire, et le Christ de la Pietà de Michel-Ange qui est à Saint-Pierre de Rome. Si on compare les deux corps, il y a peut-être là aussi une similarité. Maintenant, je voudrais aborder une question assez particulière, c'est celle de la localisation. C'est-à-dire que ce tableau, on a du mal, en fait, à savoir où il se trouve. Gustave Planche, un critique assez sévère généralement avec les romantiques, surtout avec les romantiques écrivains, écrit dans son salon 1831, je cite, « N'y a-t-il donc aucune critique à faire dans ce tableau? J'en sais plusieurs et même d'assez graves. » Il faut dire que dans le début de son commentaire, Planche a été plutôt positif. D'abord, la toile n'est pas en perspective, le fond est à une distance indécise et dense, on ne sait où le placer. Est-il loin? Est-il près? C'est une question difficile à décider. Nous voyons bien dans ce tableau tous les éléments d'une action, mais l'action en elle-même nous semble absente. On ne voit pas précisément si le combat est en train, s'il finit ou s'il commence. Mais Planche finit quand même en disant que c'est le plus beau tableau du salon. Alors, ça c'est quelque chose, à mon sens, très intéressant. Où Delacroix a-t-il placé sa scène? On conserve au musée du Louvre une série de dessins préparatoires des immeubles qui sont à l'arrière-plan, à droite du tableau, qui sont en fait des immeubles de l'île Saint-Louis, qui d'ailleurs sont sans doute encore en place aujourd'hui, puisque l'île Saint-Louis n'a pas été métamorphosée par Haussmann, ce qui fait que on peut d'ailleurs essayer de faire un parallèle géographique direct entre le Paris d'aujourd'hui et le Paris que Delacroix est censé représenter dans son tableau. On sait par les différents commentaires que le 28 juillet, les combats se sont déplacés autour de la Seine. Parce que le but des révolutionnaires, qui sont partis de la Bastille, c'est d'aller jusqu'au Louvre et aux Tuileries. Mais la troupe des soldats royalistes cherchera justement à leur couper le passage. Et alors on va avoir une sorte de guerre de mouvement autour de la Seine qui se fait notamment sur les ponts. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté des ponts et de l'autre, et les révolutionnaires vont évidemment épuiser les troupes royalistes en changeant de bord de Seine. Donc quelque part, situer le tableau
au bord de la Seine, autour de la Seine, ça paraît assez pertinent puisque le 28 juillet, c'est là que les combats se sont passés. On a notamment une peinture de Bourgeois qui représente un combat au pont d'Arcole avec la prise de l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville va céder le 28 juillet et le 29 juillet, ça sera le Louvre. Donc c'est totalement pertinent, si vous voulez, à partir du moment où Delacroix représente le deuxième jour de la Révolution, de le situer au bord de Seine. Le souci, c'est que si vous allez là où le tableau est censé être représenté, parce que si vous regardez l'œuvre en haut à droite, on y voit Notre-Dame et on y voit les immeubles qui cachent le bas de l'église, on est censé être... alors, on peut pas être sur le pont d'Arcole, parce que si vous mettez sur le pont d'Arcole, on est trop près de l'église, on la voit trop bien. Donc on est censé être aujourd'hui au début de la rue Lobau. Alors, on peut s'amuser à aller là-bas, et quand on arrive au début de la rue Lobau, on voit bien les immeubles présentés par Delacroix. Mais le gros souci, c'est que on n'imagine pas pourquoi il y aurait une barricade et toute une foule qui, en fait, sortirait de l'eau. Donc, en gros, si vous voulez, si on se place dans l'espace du tableau de Delacroix, la barricade, elle est au bord de la Seine, et les personnages qui sont derrière les quatre figures principales au premier plan, ils sont en train d'arriver, mais ils sont en plein milieu de l'eau. Donc, si vous voulez, la géographie est totalement impossible dans le tableau par rapport à la précision géographique à l'arrière-plan. Alors tout laisse à penser que si Delacroix a mis une petite, comme une sorte de carte postale à l'arrière-plan qui représente Notre-Dame de Paris et l'île de la Cité, c'est pour localiser en fait cette révolution, qui est une révolution parisienne avant tout. Et je dirais qu'ici la localisation elle est presque symbolique. Mais l'autre point, il est lié aussi à cette présentation principale. Bon, l'idée de faire une barricade, Delacroix, je vous l'ai cité tout à l'heure, Delacroix pensait que c'était très moderne en fait comme sujet. Mais les barricades, c'était une spécificité parisienne. On a une phrase célèbre d'une marquise d'Argenson de 1731 qui dit, je cite, « La barricade est une invention qui a fait fortune depuis le duc de Guise et dont on s'est servi depuis et que les Parisiens savent à présent. » Alors, l'idée de représenter une barricade, c'est sans doute très symbolique, parce que ça permet à Delacroix, si vous voulez, de localiser, enfin pas de localiser, mais d'incarner clairement cette révolution. Et quelque part, les cadavres dans la barricade, c'est quelque chose de réel, mais aussi donc de symbolique. L'autre point qui est fort important, c'est la façon de placer les personnages. Delacroix, dans son premier tableau, La Barque de Dante, qui est au musée du Louvre, avait placé les personnages de face. Alors que Dante et Virgile, qui sont dans cette barque, en fait, voyagent par bateau sur le Styx, qui est le fleuve des enfers, mais ils voyagent sur le bateau de façon latérale, et de droite à gauche sur le tableau. Et ils sont un peu mal placés dans la barque parce qu'eux sont placés de face par rapport aux spectateurs. Et je dirais que quand on regarde les tableaux, il faut toujours s'intéresser à la composition, au sens qui est donné au personnage. Si on regarde les autres gravures ou les autres œuvres qui commémorent la Révolution de 1830, il y en a eu quand même un certain nombre. Et je pense par exemple à ce tableau intéressant qui est conservé au musée Carnavalet dans les salles de la Révolution de 1830, un tableau de Jean-Louis Bézard qui représente la prise du Louvre. On est le 28 juillet 1830, donc c'est le jour d'après. Et là, Bézard a adopté une composition en frise, c'est-à-dire que vous avez les insurgés à gauche et les gardes suisses à droite. Cette composition en frise, c'est celle notamment des Sabines de David. Vous avez les Romains d'un côté et les Sabins de l'autre. Donc généralement, si vous voulez représenter le combat ou représenter la Révolution, ça se fait de façon latérale, c'est-à-dire en frise comme sur un bas-relief. Et bien là, Delacroix a inventé une chose fabuleuse, c'est qu'il a représenté le combat de façon faciale. Les insurgés arrivent sur vous quand vous êtes spectateur. Et c'est ce qui donne cette force si terrible au tableau, c'est que, à mon sens, il a inventé une sorte de composition nouvelle. Les guerriers fondent sur vous, et d'ailleurs, vous remarquerez que les royalistes, les troupes royalistes ne sont pas vraiment présentes, si ce n'est à l'extrémité droite, en plein milieu du tableau, juste au-dessus de la signature du tableau. Vous avez sur un morceau de bois, il y a Euge Delacroix 1836 points, et juste au-dessus, dans la diagonale, vous voyez des troupes militaires qui sont sans doute les royalistes qui sont en train de passer le pont d'à côté. Donc Delacroix, quelque part, fait fondre les révolutionnaires sur le spectateur, et le spectateur a un point de vue particulier, puisque il est presque peut-être un des membres de
des troupes royalistes. C'est ce qui donne toute la force visuelle du tableau. Quelque part, on a l'impression que cette révolution, rien ne peut l'arrêter. Et à mon sens, c'est peut-être la plus belle idée conceptuelle de Delacroix dans cette œuvre. Et les dessins préparatoires montrent qu'il a eu cette idée assez tôt. Non, maintenant, il y a un autre élément qui jalonne le tableau. Ce sont les couleurs bleu, blanc, rouge, qui sont liées à un symbole très fort, c'est ce drapeau tendu à bout de bras par la liberté. Je vous rappelle que le drapeau bleu, blanc, rouge avait été adopté par les révolutionnaires de 1789, qui avaient uni au drapeau blanc des royalistes le drapeau rouge et bleu de la ville de Paris. Et ce drapeau, eh bien, lorsque Louis XVIII revient au pouvoir en 1815, eh bien, il décide d'en changer. En fait. C'est-à-dire qu'il revient à l'ancien drapeau, le drapeau blanc, avec les fleurs de lys. Et ça avait été considéré par beaucoup, notamment par les républicains, comme un symbole très fort de la réaction, des Bourbons. Alors ce drapeau, il est resté symbolique, mais Delacroix l'a placé dans beaucoup d'endroits dans le tableau. C'est assez subtil d'ailleurs. Alors bien sûr, il y a le grand drapeau principal, qui est celui tendu par la liberté, mais il y a des petites citations de bleu, blanc, rouge dans différents éléments du tableau. Si vous regardez entre les deux personnages de gauche, le bourgeois et l'ouvrier, vous avez une sorte de drapeau un peu défraîchi, si je puis dire, qui surplombe le personnage à la casquette. Mais si vous regardez aussi le ciel du tableau, eh bien, le ciel, il est tricolore. Il y a du blanc, il y a du bleu et il y a du rouge au milieu. Toujours dans cette partie gauche du tableau. Même chose d'ailleurs, si vous regardez au-dessus de Notre-Dame, on a une sorte de mélange de couleurs. On a un ciel plutôt rouge près des tours, juste au-dessus, il est blanc, et tout en haut, dans l'angle droit du tableau, la couleur est bleue. Et puis, le jeune garçon qui est au premier plan de la liberté, qui a l'air comme ça de ramper jusqu'à elle, vous pouvez remarquer qu'il a un costume rouge, blanc, bleu, au-dessus de son pantalon. Et même, alors c'est plus discret, mais dans le garde suisse au premier plan, bon, ça je dirais que c'est assez logique, parce que c'était son costume, on retrouve aussi le bleu, blanc, rouge, avec la chemise, la veste, et sur l'encolure, vous avez également du rouge. Pourquoi c'était si important de conserver le drapeau ? Parce que, si vous voulez, il était le symbole, en fait, de la Révolution, et la grande décision symbolique de Louis-Philippe, lorsqu'il va accéder au trône en 1830, c'est de revenir, d'ailleurs, au drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a d'autres tableaux, d'ailleurs, qu'on peut voir au musée Carnavalet, qui représentent Louis-Philippe arrivant à l'hôtel de ville avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc la symbolique, si vous voulez, elle est très forte dans cette idée du changement de régime. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de revenir aux commentaires des journaux d'Olivier et d'Henri Vienne, dont j'ai déjà cité plusieurs morceaux. Alors, je vous en cite deux passages. D'abord, le journal d'Olivier, mercredi 28 juillet, on promène un drapeau rouge sur le Pont-Neuf. Jordanis m'a dit que la porte Saint-Denis, à l'un des coins, est ornée d'un drapeau rouge, et que l'autre coin est orné d'un drapeau noir. Jeudi 29 juillet, Olivier écrit « Le drapeau tricolore flotte, dit-on, sur les tours de Notre-Dame ». Dans le journal d'Henri Vivienne, voilà ce qu'on peut lire concernant les drapeaux. Des affiches, apposées, lues et colportées, inviter tous les citoyens à une défense légitime. C'est sous le drapeau noir et au cri de « Vive la Charte » que la population répondait à cet appel. Ce drapeau noir, signe de vengeance et de deuil, portait avec lui un sentiment d'angoisse et d'effroi. Il remplaçait le cri terrible « Vivre libre ou mourir ». Et chacun s'est lancé à sa suite. Alors là, je dirais que Delacroix n'a pas trop respecté la vérité, parce que, a priori, quand on lit les commentaires, dans les escadrons révolutionnaires, il y avait plutôt des drapeaux rouges, donc on va dire des drapeaux d'extrême gauche, et des drapeaux noirs, plutôt des drapeaux anarchistes. Il y avait quelques drapeaux bleu-blanc-rouge, sans doute, mais assez peu. En revanche, symboliquement, on a érigé un drapeau bleu-blanc-rouge en haut des tours de Notre-Dame. Donc vous voyez que ce que Delacroix a privilégié en ce qui concerne le drapeau, c'est pas la réalité, c'est l'idéal, c'est la symbolique. Si on regarde bien sur le tableau d'ailleurs, si on arrive à percevoir les tours de Notre-Dame, eh bien on y voit un drapeau bleu-blanc-rouge qui est installé en haut. Alors, il faut savoir que le tableau est un peu perturbé aussi par la fumée que vous voyez dans la partie haute, qui cherche sans aucun doute
donner une sorte d'ambiance véridique à l'ensemble. Je lis encore un passage dans Vienne, toujours là on est encore le mercredi 28 juillet. Des citoyens armés s'étaient emparés de l'hôtel de ville, tandis que d'autres étaient montés sur les tours de Notre-Dame et avaient arboré le drapeau tricolore et sonné le tocsin. Voilà, donc le drapeau, alors il faut savoir aussi que le drapeau, dans la peinture pré-romantique, avait été souvent utilisé, déjà par Gros dans son célèbre portrait de Bonaparte, qui franchissait le pont d'Arcole. Et d'ailleurs, si on regarde ce tableau et si on regarde La Liberté, je dirais qu'il y a une sorte de familiarité de pose entre les deux œuvres. Et puis le drapeau avait été repris, je dirais, dans l'autre camp, par Guérin dans son tableau d'Henri Laroche-Jacquelin, qui est aujourd'hui au musée de Cholet, mais que Louis XVIII avait commandé pour le palais de Saint-Cloud. Vous avez Laroche-Jacquelin qui est dressé devant un grand drapeau blanc sur lequel est écrit Vive le roi. Donc, encore une fois, la symbolique du drapeau, elle est très forte ici, mais elle est assez logique dans le contexte de l'époque. Alors, je vous disais que le tableau était un peu perturbé par la fumée qui bouche un petit peu l'arrière-plan. C'est aussi pour ça que certains critiques, en effet, reprochaient la platitude un petit peu du tableau. Mais ça, c'est très commun chez Delacroix, dans les massacres de Scio notamment, qu'on peut voir au musée du Louvre, qui est normalement presque en face de la Liberté. Il y a une sorte de découpage des figures du premier plan et un arrière-plan avec des personnages plus petits, moins lisibles, mais qui servent comme ça de mise en valeur à ces personnages principaux. Au niveau de la fumée, il y a eu quelques critiques, notamment Augustin Jal, qui écrit dans son salon de 1831 « La couleur du morceau est plus sévère que brillante. Le soleil manque à l'éclat de ce drame que M. Delacroix a fait plus triste qu'il ne fut en réalité. Le caractère de fête que la lutte parisienne contre la tyrannie était bon à conserver. Le peintre a voulu être grave, il est peut-être un peu gris. » C'est une critique qui paraît légitime quand on lit les commentaires de l'époque, parce que en fait, la révolution de juillet s'est faite sous une canicule terrible. Il y a eu 3 jours de soleil intense, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de personnages qui sont dans les rues avec en bras de chemise. Et je dirais que ça c'est resté dans les mémoires que cette révolution s'est faite sous un soleil flamboyant. Et c'est vrai que Delacroix du coup a enfumé un petit peu l'espace. Là aussi, vous voyez que dans la recherche de vérité, il y a des limites assez évidentes qui, je pense, sont un choix totalement raisonné. Jal fait partie de ceux qui en fait sont les plus réservés sur le coloris de l'œuvre. Il dit la couleur du morceau est plus sévère que brillante. Le soleil manque à l'éclat de ce drame que M. Delacroix fait plus triste qu'il ne le fut en réalité. Mais il y a surtout juste avant, il dit il a mis de la poussière parce qu'il en a vu, parce qu'il y en avait. Et c'est pas impossible évidemment parce qu'on sait que le 27 juillet on a pris un dépôt de poudre et que les canons étaient utilisés des deux côtés. Alors au milieu de cette fumée triomphe une figure à moitié dénudée. Elle est sans doute pas dénudée à cause de la canicule. C'est cette allégorie de la liberté. On va terminer avec elle, puisque la liberté a donné son nom au tableau, et c'est le personnage qui a été le plus discuté. Je vous cite Gustave Planche. « Faut-il blâmer, faut-il louer l'alliance de l'allégorie et de la réalité qui préside à cette composition ? Nous blâmerons le principe en lui-même, mais nous louerons l'exécution. Le succès absout. Évidemment, dans la pensée de l'auteur, l'allégorie donne à la scène qu'il veut représenter une grandeur nouvelle et plus imposante. Elle ajoute à la réalité le caractère qui lui manque. » Alors l'allégorie, c'est bien sûr cette femme du sang, puisque c'est la liberté. La liberté, continue Planche, ajoute à nos souvenirs d'hier la majesté que l'histoire seule et la plus lointaine possède, et semble se réserver comme un privilège exclusif. Cette jeune fille qui guide le peuple a-t-elle vraiment l'idéalité dont le peintre voulait la revêtir ? L'énergie et l'animation de ses traits suffisent-elles à en faire un être surnaturel ? Sa liberté est si belle, si hardie, si guerrière, si noble, que nous serions fort embarrassés de lui appliquer nos idées préconçues. Alors la liberté a divisé. Ce qui a notamment choqué, c'est que on ne comprenait pas qu'on ait représenté une allégorie à moitié habillée.
en gros, fallait choisir, et là encore, Delacroix a fait un compromis entre l'idéal et la réalité. C'est-à-dire qu'il a représenté une figure à moitié nue, dans la partie haute, et il lui a conservé un costume qui est difficilement identifiable. Est-ce que c'est une tenue de l'époque romantique, ou est-ce que c'est une sorte de tenue atemporelle qui pourrait faire penser, pourquoi pas, à une sorte de costume antique? C'est difficile de trancher. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a choqué beaucoup à l'époque, c'est les poils qui sont sous l'aisselle droite de la liberté. Certains y ont vu un trait de vulgarité, une recherche de trivialité assez immorale. Alors, évidemment, pour beaucoup, c'est raté, cette histoire de mélanger, si vous voulez, une figure allégorique et une femme du peuple. Parce que c'est sans doute ce qu'a voulu Delacroix. Henri Heine, dans son salon de 1831, donc Heine est ce poète allemand qui commentait à l'époque le salon de cette époque. Heine écrit, je cite, « Delacroix a représenté un groupe du peuple pendant la Révolution de Juillet, du milieu duquel s'élance, presque comme personnage allégorique, une jeune femme. Bizarre mélange de Phryné, c'est une courtisane très célèbre de l'Antiquité, bizarre mélange de Phryné, de Poissarde et de déesse de la liberté. » Alors vous voyez que l'écho est toujours à peu près le même, hein. On a l'impression d'avoir mélangé une Poissarde et une allégorie idéale. Je ne puis m'empêcher, termine Heine, d'avouer qu'elle me rappelle ces dévergondées péripatéticiennes dont les essaims couvrent le soir les boulevards. Alors là, c'est un peu plus terrible comme critique, puisque compare la liberté à une prostituée. Chez Charles Lenormand, qui publie dans Le Temps, qui est un journal assez reconnu à l'époque, voilà ce qu'on peut lire. Cette femme, que bien des gens croiront un moment de leur connaissance, tant elle est du jour et du lieu, cette femme n'est autre que la liberté populaire. On se récrira sans doute à l'apparition de cette allégorie. Quant à moi, je l'ai trouvée si vivante, si vraie, si liée au sujet, qu'elle résume poétiquement, que je n'ai pu m'empêcher de donner gain de cause à Delacroix. Charles Landon, on l'a vu tout à l'heure, Landon était très critique vis-à-vis de l'artiste. La liberté, personnage tout allégorique et dont la force, la beauté héroïque, la malénergie de physionomie devraient former les traits principaux, n'est ici qu'une sale et déhontée femme des rues. Bon, on comprend au niveau politique que Landon était sans doute pas du côté des révolutionnaires. Augustin Jal, plutôt pro-romantique, comme je vous l'ai dit, je suis fâché que l'allégorie soit mêlée ici au positif. Au lieu de la liberté, déesse au bonnet phrygien, au sein découvert, j'aurais voulu voir dans cette mêlée une de ces Parisiennes intrépides qui ont tant honoré de leur sexe notre guerre des 3 jours. Donc vous voyez, ça fait vraiment débat, cette figure, et elle mérite vraiment d'être commentée. Alors pourquoi choisir d'abord une allégorie? Pourquoi ne pas avoir représenté une simple femme des rues qui aurait guidé en fait ses camarades à la victoire? C'était possible, hein, puisque dans le commentaire d'Henri Vienne sur la journée du 29 juillet, on peut lire « Nous vîmes déblayer la rue Vivienne pour laisser passage à une pièce de canon sur laquelle était assise et traînait en triomphe une courageuse citoyenne qui, dit-on, s'en était emparée dans les glorieuses journées. » Donc c'est pas impossible que sur quelques barricades ou sur quelques mouvements des troupes révolutionnaires, il y ait eu quelques femmes héroïques qui se soient mises en avant. Et peut-être, après tout, que Delacroix s'est inspiré ici d'un élément vu. Mais ça ne lui suffit pas, si vous voulez, que le peuple soit guidé par une femme, il lui faut une idée allégorique. Pourquoi avoir tenu absolument à organiser son tableau autour d'une allégorie? Eh bien parce que Delacroix est un peintre savant et parce que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la hiérarchie des genres et qui, quelque part, s'inscrit dans une longue tradition de la peinture française. En 1667, André Félibien fait une conférence à l'Académie des Beaux-Arts qui est restée très célèbre parce qu'elle a défini ce qu'on a appelé les genres dans la peinture. C'est une chose qui sera fondamentale pour l'histoire de la peinture du XIXe siècle. Elle consiste, si vous voulez, à classer la peinture par thématique et par noblesse de thématique. Alors, ce qu'il y a de plus bas, c'est le paysage, ensuite c'est la nature morte, et puis on arrive au portrait. Je vous cite André Félibien. Un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore cette haute perfection de l'art et ne peut prétendre à l'honneur que reçoivent les plus savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensembles. Il faut traiter l'histoire et la fable. Il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. En gros, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire.
la peinture d'histoire, c'est-à-dire une peinture d'événements historiques, peinture de la Bible, ou pourquoi pas des peintures mythologiques. Ça, c'est le sommet, si vous voulez, de la peinture. C'est d'ailleurs généralement à ce type de sujet qu'on réserve le grand format. Mais Félibien conclut en disant « Et, montant encore plus haut, il faut, par des compositions allégoriques, savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. Alors c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, ce qu'il y a de plus important dans la peinture, dans le sujet de la peinture, c'est l'allégorie. L'allégorie serait considérée comme ce qui se fait de mieux au sein de la peinture d'histoire. Et ça, Delacroix le savait, et c'est aussi pour ça, si vous voulez, qu'il a mis la liberté au centre de son tableau. D'ailleurs, quand il avait auparavant traité la guerre de Grèce, la guerre d'indépendance de la Grèce, il avait fait un tableau célèbre qui est au musée de Bordeaux, où on voit une allégorie de la Grèce sur les ruines de Missolonghi. Vous avez une femme en costume grec. On peut y voir juste une femme grecque pleurant ses compatriotes morts devant un soldat turc. Mais en fait, cette femme représente la ville de Missolonghi. Donc Delacroix est un petit peu obnubilé, si vous voulez, par l'allégorie. Et quelque part, le fait qu'on ait appelé ce tableau à long terme la liberté, ça montre bien à quel point ce personnage principal a dominé l'ensemble de la toile. Dernière chose, le costume de cette liberté. Bon, le bonnet phrygien, c'est un héritage de 1789. La symbolique qui avait été choisie renvoie au bonnet des esclaves grecs qui, lorsqu'ils étaient affranchis pendant un an, devaient porter ce bonnet. La Phrygie, c'est une région de la Grèce. Et le bonnet phrygien, vous le savez, sera l'un des grands emblèmes de la Révolution de 89. Et alors ce bonnet a posé problème pour certains historiens contemporains. On y a vu peut-être un choix un peu discutable de Delacroix. Parce que ce bonnet, par la suite, il sera souvent utilisé sur la tête de Marianne, c'est-à-dire sur l'incarnation de la République. Et c'est peut-être une hésitation. On ne sait pas vraiment ce que Delacroix avait prévu. Si d'emblée, il a eu l'idée de représenter sa liberté avec un bonnet phrygien. Mais ça trouble, si vous voulez, l'iconographie, parce que pour certains, on peut confondre la liberté avec, pourquoi pas, la République. Et je vais conclure sur ce point. Mais juste avant, je voudrais dire un mot aussi du costume. Le costume, certains l'ont mis en comparaison avec la Vénus de Milo. Alors c'est vrai que si on compare les deux tuniques, notamment au niveau des jambes, puisque la Vénus de Milo n'a que le torse dénudé, il y a quelque chose d'assez proche. Hein. C'est pas faux, notamment on peut regarder les plis sur la jambe gauche, le joug qui est mis en avant. Et la Vénus de Milo est très populaire puisqu'elle a été découverte en 1820 et c'est Louis XVIII qui va l'acheter pour la déposer au musée du Louvre. Donc quelque part, il y a aussi peut-être une référence plastique ici dans la liberté qui vient s'ajouter à la composition, si je puis dire, de ce personnage. Delacroix fait beaucoup de dessins d'ailleurs pour la liberté et on en a un exemple tout nu, on en a un exemple à moitié nu, on en a un exemple habillé. Donc vous voyez qu'il a quand même beaucoup cherché. Et quelque part, l'idée de la représenter moitié nue, moitié habillée, ça s'inscrit bien dans ce compromis entre une femme du peuple, qui, encore une fois, donc, a notamment des côtés, même dans son visage, hein, pour certains, des côtés assez vrais, assez vulgaires. D'ailleurs, le modèle serait l'un des modèles qui servira pour les femmes d'Alger de Delacroix. Donc, c'était sans doute l'un des modèles favoris du peintre. Et cette liberté, on l'a parfois mise en comparaison aussi avec le génie de la liberté qui est place de la Bastille. C'est l'historien Maurice Agulon, qui a beaucoup travaillé sur la symbolique républicaine, qui propose une interprétation assez intéressante. Agulon, en fait, estime que Delacroix a été dépassé par son allégorie. Et selon lui, en voulant représenter la liberté, mais il a presque représenté une république. Alors que lorsque Louis-Philippe a construit la colonne de Juillet, qui commémore cette révolution de 1830, a priori on aurait pu mettre en haut de la colonne une liberté. Mais finalement on a mis un génie de la liberté.
Et l'iconographie du génie est beaucoup plus lisible du coup, puisqu'il a dans sa main gauche une chaîne brisée, il a l'étoile de la raison sur la tête, et il a le flambeau de la liberté à la main. Symboles qui seront repris par la statue de Bartholdi pour New York. Et Agulon dit que quelque part, Delacroix n'avait pas forcément des idées si républicaines que cela. D'ailleurs, c'est vrai qu'il s'adaptera très bien au régime de Louis-Philippe, qui était une monarchie constitutionnelle. Et c'est ce qui explique peut-être que Delacroix n'a pas énormément protesté contre la mise en réserve du tableau. Alors je dirais que c'est une interprétation qui peut convaincre ou non, mais il est clair que la liberté a suivi son chemin presque personnel après l'exposition du tableau, donc au salon de 1831. Le tableau a été acquis par Louis-Philippe pour 3000 francs, mais il va ensuite disparaître, puisqu'il ne sera exposé au musée du Luxembourg. Le musée du Luxembourg était à l'emplacement du musée du même nom. C'était le musée des artistes contemporains au XIXe siècle. Et ce tableau a été présenté au musée du Luxembourg en 1863, c'est-à-dire au moment de la mort de Delacroix. Donc, après son exposition, pendant 32 ans, il était invisible. Et évidemment, on peut se demander si Delacroix, pourquoi il n'a pas protesté contre cela. J'ai regardé quand même le catalogue de l'exposition universelle de 1855, et Delacroix a exposé ce tableau en 1855. Donc je dirais que l'interprétation d'Agulon mérite peut-être d'être tempérée. Delacroix n'était pas forcément heureux que ce tableau soit caché, puisque donc en 55, Delacroix a presque une salle entière qui lui est consacrée à l'exposition. De l'autre côté, Ingres a lui aussi une salle entière, et il choisit d'exposer ce tableau-là. Donc il n'a pas été totalement invisible pendant ces longues années. Et enfin, le tableau entrera au Louvre en 1874. Il a été parfois prêté, mais le fait que le Louvre-Lens ait choisi dans ses collections de l'envoyer, je pense que c'est presque un acte politique, un acte très significatif. D'ailleurs, l'œuvre a été utilisée pour les affiches avec ce terme « tous à Lens ». Et vous voyez que l'élan de la liberté, quelque part, était tellement bien senti par Delacroix que les publicitaires n'ont pas été chercher loin pour essayer d'emmener les visiteurs du Louvre jusqu'à Lens.